Bonsoir à tous. Alors, petite vidéo courte, promise, en capsule, sur pourquoi c'est utile pourquoi c'est important, on va dire, de devenir consciente de son quelles les blessures du passé qu'on porte encore à l'intérieur de soi, les traces de ça, et comment ça impacte la vie quotidienne et quoi ça peut être en vie où cette poids ne couvre pas, on va dire, la conscience de l'instant présent. Donc, chacun de nous, en fait, il porte les traces du passé en soi, les traces d'un passé joyeux, heureusement aussi, et les traces d'un passé douloureux, hein, ou de l'expérience, on va dire, de la souffrance, que chaque être humain rencontre avant ou après. C'est mon opinion, c'est ma perception qu'en effet, autrement, il manquerait presque le matériel à transmuter. Donc, comme si cette souffrance d'hier est une sorte de métal qui attend d'être transmuté en or. Donc, cette même ombre, à partir de nous dont on n'est pas consciente et qui agit quand même dans nos perceptions, dans nos comportements, dans nos croyances malgré nous, cette ombre devient, une fois qu'on y pose la conscience et qu'on apprend quand même comment s'y relationner, devient partie d'une expansion de lumière. Donc, ça n'est pas juste essayer de fixer, régler le passé pour revenir à un état préalable, précédent à l'expérience de la souffrance, c'est que l'expansion, elle se cache elle-même au cœur de la contraction. Donc, ou alors si vous voulez, la lumière la plus intense se cache au cœur de la blessure. Or, trouver l'équilibre entre s'occuper de ses blessures tout le jour et mettre en lumière toutes les croyances, les densités émotionnelles, donc faire un focus excessif sur ça, c'est qui devient une identification avec notre personnalité, son histoire, avec nos blessures. Entre cet excès et une certaine tendance qui est voyageur des domaines des lettres et du mystère de l'existence, il peut quand même adopter, qui a une certaine tendance à s'accrocher à des expériences de légèreté intérieure. Donc voilà, de joie, de paix, de sérénité, de bienvoyance, de compassion, d'empathie, etc. Entre ces deux extrêmes, il y a la possibilité de coexistence entre ombre et lumière. Et c'est vraiment cette jeu d'équilibriste, d'intégration des deux pour découvrir que l'une se transmute dans l'autre. Donc l'ombre devient partie de l'expansion de la lumière une fois qu'elle est rencontrée, accueillie, intégrée. Et la lumière a une marge, on va dire, de expansion, exactement car ça existe l'ombre. Donc l'une nourrit l'autre et dans l'expérience de l'incarnation, en tout cas, comme je l'aperçois jusqu'à aujourd'hui, cette danse entre ombre-lumière, il ne peut pas qu'être présent. Donc, quand on parle d'ombre en termes de blessures du passé, ou des blessures d'âme, ou si vous voulez, la partie blessée de l'enfant intérieur, c'est cette zone à l'intérieur de nous où il y a une cristallisation émotionnelle, donc où des émotions se sont contractées parce qu'elles n'ont pas pu être pleinement accueillies. Et autour de ça, c'est créé une perception, une interprétation de certains événements qui devient après un système de croyances vis-à-vis de soi-même, de la vie, de à quoi s'attendre, de ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, etc., etc. Or, cette passé, il continue à exister dans le présent de chacun de nous. Et en effet, est plusieurs fois par jour réactivé par ce qu'on vit, par le comportement autrui, particulièrement dans les relations romantiques. C'est assez une évidence, hein, cette capacité qu'on a de se activer mutuellement dans les densités pas résolues à l'intérieur.
Et cette pensée, donc, en quelque part, se repropose en couvrant une perception plus neutre ou directe de l'instant présent. Donc, cela veut dire qu'un événement qui résonne avec une histoire passée, qui est encore vibrante à l'intérieur de nous, mais pas conscientisée, provoque cette même interprétation qu'on a eue à l'époque, se remet en route. Alors, je fais un exemple parce qu'il est tout frais, l'exemple d'une expérience qu'une amie est en train de vivre, et elle me décrivait comment le comportement des phrases, voilà, de son compagnon. Elle l'interprétait nécessairement comme un manque de valeur attribuée de sa part, de son compagnon, à la relation. Alors, en écoutant les mêmes phrases, je vous assure, sans vouloir la analyser ou la coacher, donc façon, mais pour moi, c'était une évidence que l'interprétation qui surgissait en moi était toute une autre, voire opposée à la sienne. Or, en ne questionnant pas cette interprétation, elle se relationnait à lui à travers cette filtre, c'est-à-dire elle était en train de lire ce qui se passait dans l'instant présent avec lui à travers cette interprétation. Donc elle ne se relationnait pas vraiment à la personne et à l'événement présent, mais à ses pensées à sujet. Ce qui veut dire qu'elle a adopté une certaine tonalité de voix, qui a ressenti certaines émotions et donc vibrait certaines émotions en direction de l'autre. Ça veut dire que, ce qui veut dire aussi qu'elle a agi d'une certaine façon et qui serait été différente. C'est son interprétation des certaines phrases dites par lui était une autre, était la mienne. Donc dans la même situation, puisqu'on avait une interprétation complètement différente, on agissait, on vibrait, on pensait, on parlait de façon complètement différente. Donc, en effet, c'est là après en conséquence. Une personne qui pense que l'autre n'attribue pas suffisamment de valeur à la relation, à nouveau se trouve face à un choix ou de partager qu'elle est traversée par cette perception avec une certaine humilité qui permet à l'autre après de exprimer sa vérité à ce sujet. Et c'est une possibilité, ce qui laisse ouvert la communication et donc une possibilité aussi de rencontre dans une zone différente que la reproduction en boucle de notre passé. Deuxième option, elle peut ne pas questionner son interprétation, ne même pas la nommer ou alors la nommer dans les termes de toi, tu ne donnes pas suffisamment de valeur à la relation, ou ne rien dire du tout et prendre une distance ou alors agir dans cette conviction pour blâmer, colpir, fuir, se protéger, se défendre, etc., etc. Or, en effet, de ce scénario, on vit une multitude quotidiennement. Troisième option qu'elle aurait pu choisir, en ressentant cette interprétation qui surgissait en elle et l'émotion de déception, peut-être tristesse, colère, ressentiment, elle aurait pu faire semblant que tout allait bien. Troisième option possible, c'est qu'il ne change pas du tout l'état intérieur, ça vibre également. Et ces actions, bien qu'à l'apparence peut-être gentille et souriante, il porte cette signature énergétique. De toute façon, si cela est la vérité qu'elle habite dans l'instant et qu'elle n'est pas consciente suffisamment de la remettre en question. Je ne suis pas en train de dire que dans l'exemple que je viens de donner, son compagnon, au contraire, il donne énormément de valeur à la réaction. Je ne sais rien de cela et elle ne le sait non plus. C'est que je suis en train de dire l'importance de faire la distinction entre l'interprétation et la réalité présente. Comment on s'en sort, vu que chaque interprétation de ces deux phrases-là est valide, est légitime, est possible en tout cas. En fait, on s'en sort en verbalisant l'interprétation qui nous traverse et en demandant à l'autre qu'est-ce qu'il en est, comment c'est pour lui. Ce qui nous ouvre à la prise de conscience qu'il existe une altérité, que l'autre n'est pas moi.
n'est pas une projection de ce que je crois que je sois, n'est pas non plus un double de moi, parce que si j'étais à sa place et je disais cette phrase, ça aurait voulu dire que, 3 petits points, mais l'autre n'est pas moi. L'autre a un vécu qui le regarde, que je connais partiellement, a des émotions qui ne sont pas les miennes, a des mécanismes qui ne sont pas les miens. Donc, il faut l'humilité de reconnaître que l'autre, je ne le connais pas. Et que si j'ai besoin de savoir ce qu'il ressent, pourquoi il agit, je peux demander et me mettre en écoute de nos réponses. Ou alors, je peux coexister avec l'idée de ne pas savoir. Pourtant, à chaque fois qu'on croit savoir, puisqu'une interprétation surgit en nous, et que probablement cette interprétation est baignée de notre histoire personnelle, donc de notre passé, je trouve qu'on se décolle de l'expérience du partage réel, parce que celui-là, ça se passe dans le présent, pas dans notre passé. Cette personne est là maintenant, cette phrase, elle vient d'être dite maintenant. Et donc, en effet, le fait de rester en connexion avec ce qui me traverse en réponse aux circonstances, aux stimuli de l'autre. Rester connecté à ça sans le nier, sans faire semblant que ça n'existe, sans non plus me faire posséder par ça, me faire guider par ça aveuglement ou alors inconsciemment. Donc, un espace de recul, alors d'observation intérieure suffisante peut me permettre de voir que je suis traversée par une interprétation, que je me dis que cette personne m'a dit comme ça, par exemple, parce que ça ne lui intéresse pas, cette relation. Parce que je n'ai pas suffisamment de la relation n'a pas suffisamment de valeur à ses yeux. Je vois me traverser cette interprétation, peut-être qui résonne avec un vécu que je connais à ce point-là sur un marge de questionnement. Est-ce que je peux croire à cette interprétation 100%? Est-ce que je peux en être 100% sûr? Byron Katie est un énorme guide et richesse dans ce travail de remise en question de nos interprétations. Si je m'ouvre à la possibilité que cette interprétation soit l'interprétation de la partie blessée en moi, de mon petit ou de ma petite, et qu'elle porte une interprétation qui date longtemps de ce qu'elle a vécu, et qui probablement, si on l'explore suffisamment, revient à son cœur à « je ne mérite pas », l'amour, le respect, etc. Et donc, qui utilise la réalité externe, quelque part tout ça inconsciemment, pour reconfirmer cette interprétation des faits de sa propre insuffisance. Si je prends le temps de descendre dans l'exploration de ma partie blessée et je commence à connaître ces filtres perceptifs et l'histoire qu'elle se raconte par rapport aux choses, qu'elle-même qu'elle s'est racontée à notre époque, cela me redonne un marge de choix possible entre comment je perçois ce qui se passe maintenant et donc comment j'agis en conséquence, comment je me relationne à le stimuli extérieur. Il me redonne une marge de choix entre y croire aveuglément et pas. Et donc, ça veut dire prendre un temps pour aller rencontrer cette partie qui vibre à l'intérieur de nous, qui a cette interprétation des choses et de soi-même comme insuffisante, et apprendre à prendre soin de celle-là avant même de réagir à l'extérieur. Parce qu'une fois que je peux aller rencontrer mon enfant intérieur dans la zone où elle se sent pas aimée, pas respectée, et au final le cœur, en descendant dans cette interprétation, je retrouve, parce qu'elle se croit pas aimable, si je peux aller avec l'amour que je suis, le parent intérieur, aimant qui existe en moi, féminin et masculin, père et mère en moi, si je peux aller à la rencontre de cette petite et lui ouvrir une nouvelle perspective de la hauteur, de la sagesse que j'ai acquis au long du chemin et avec la douceur de l'amour que je suis en essence. Alors, cette petite, elle peut commencer à transmuter sa perspective des choses. Elle commence à intégrer des autres possibilités. Et donc,
cela veut dire que dans notre quotidiennité, la réaction à cette même phrase, dès que cette partie commence à recevoir l'amour qui lui a manqué, l'interprétation toute seule commence à être différente. Donc, pourquoi on le fait, ce travail d'aller à la rencontre avec ses propres blessures pour soi avant tout? Pour se donner la chance de vivre dans le présent et pas enfermé dans un passé. Et certainement, on le fait aussi pour les autres autour de nous, pour nos échanges relationnels jusqu'à les relations les plus intimes. Parce que notre passé étant une densité qui se surpose sur le présent, ne permettent pas vraiment la rencontre consciente avec l'autre. Merci beaucoup pour votre attention. J'organise des stages de guérison de blessures d'âme pendant lesquels je transmets des processus parce que je trouve que comprendre sa propre blessure, pouvoir la nommer, même identifier dans le temps, c'est arrivé ça et ça, sans y perdre 20 ans comme en psychanalyse, mais quand même pouvoir localiser la source de nos blessures et après pouvoir identifier comment elles me font sentir quand elles sont réactivées par un comportement. Qu'est-ce que je me dis intérieurement quand cet scénario qui résonne avec mon passé se remet en place? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crois? Pouvoir identifier tout ça est fondamental parce que ce qui nous amène à identifier quand nous sommes identifiés avec notre enfant blessé et quand nous sommes plus près de la totalité de qui nous sommes. Donc aussi d'une autre dimension qui a un autre regard, plus adhérent à l'instant présent et moins filtré par notre passé. Pouvoir comprendre tout ça est fondamental et ce n'est pas suffisant pour moi. Parce que comprendre et vivre une transmutation, une guérison si vous voulez, sont deux choses différentes. Comprendre ne garantit pas du tout la guérison. Reste conceptuel et c'est important, mais c'est un niveau de l'histoire. L'autre est vivre des expériences réparatrices. Et pour vivre des expériences réparatrices, ça veut dire que dans le moment que l'activation de la partie blessée est présente, ça c'est le moment où on a besoin de prendre rendez-vous avec cette partie, fermer les yeux et connaître un chemin qui nous amène en connexion avec cette partie et à l'accompagner à son expression émotionnelle d'abord, la entourer de l'amour du féminin sacré à l'intérieur d'hommes et de femmes. Et troisième étape, la accompagner à une expansion de prospective, en reformulation de son interprétation. Tout ça à tous les niveaux, psychologique, émotionnel et pour moi spirituel. Parce que cette sensation d'insuffisance de l'être que chacun à quelque niveau porte à l'intérieur de soi, pour moi est lié indissolublement à la déconnexion avec l'essence profonde de l'être, avec l'essence divine de l'être. Parce qu'il y a dans ce niveau-là, pour moi, qu'on peut vraiment poser la conscience de la valeur de soi. Tout le reste est très conditionnel, ce qui n'est pas sans importance, mais ne peut pas assurer une stabilité inconditionnelle de reconnaissance de la valeur du soi, qui, je pense, chaque être humain cherche, consciemment ou pas. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.